Merci à Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Amath Soumaré. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Amath Soumaré, vous êtes économiste, expert en intelligence économique et artificielle et vice-président du MEDES. Alors, on va parler certes d'économie et d'intelligence artificielle, mais avant cela, il y a le rapport d'exécution budgétaire qui fait débat. Jusqu'à présent, on ne peut pas ne pas vous interpeller dessus. Exactement. Et cette polémique sur la dette à l'Assemblée nationale avant-hier entre Aïssata Tall Sall et le ministre Cheikh Diba. Dites-nous un peu, c'est quoi votre commentaire par rapport à ce rapport d'exécution budgétaire? Moi, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes arrivés à partir de 2024 dans une situation économique qui est catastrophique, désastreuse. Donc, nous avons trouvé le pays complètement endetté. Donc, ça, c'est la situation qui a été trouvée. Et donc, cette situation qui a été trouvée, les nouveaux gouvernements donc est venu avec son projet pour pouvoir s'en sortir. Il y a eu beaucoup de polémiques, mais je pense que le moment n'est pas venu pour faire des polémiques. Le moment est venu de constater les faits et que de sortir les Sénégalais, tous les Sénégalais, pas seulement les politiciens ou ceux qui veulent faire de la politique politicienne, de prendre la situation, de comprendre la situation et de trouver ensemble des solutions. C'est ça, je pense, que le geste patriotique que tout le bon Sénégalais devait faire. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça devient donc une politique politicienne qui n'a pas de sens, qui n'a vraiment pas qui n'est pas bon, et c'est un état d'esprit qui n'est pas coopératif et qui n'est pas positif. Et ce qui se passe aujourd'hui donc au niveau de l'Assemblée nationale, c'est normal. Donc le gouvernement a fait son plan et que normalement avec donc le contexte actuel, ils devaient faire une actualisation de la prévision qu'ils ont fait. Et cette actualisation, c'est tout à fait normal. Parce que lorsque vous faites un plan, à un moment, donc, vous devez faire une révision donc, de la planification que vous avez faite. Et cette planification a été faite de telle sorte que maintenant, donc, il faut qu'ils regardent à ce niveau qu'est-ce qui ne va pas par rapport à la situation économique nationale, par rapport à l'international. Par rapport à l'international, tout le monde sait que l'économie mondiale est complètement déphasée. Vous avez Trump qui est venu avec toutes ses exemptions, avec toutes ces hausses de droits de douane et j'en passe, avec tout ce que donc qu'il y a comme incertitude au niveau de l'économie mondiale. Donc c'est tout à fait normal que le gouvernement fasse donc une première prévision. Et quand on regarde ces prévisions, c'est beaucoup plus au niveau des entrées et des sorties. Le Sénégal, la rentrée, c'est quoi? La rentrée, c'est au niveau des recettes fiscales. Et quand on regarde le 4e trimestre seulement des recettes fiscales, on a eu 3600 milliards qui ont été collectés. Uniquement sur le 4e trimestre, le T4. Et quand on regarde à T1, avant qu'il ne vienne, à T1, il y a eu 735 milliards sur le trimestre T1. Le premier trimestre. Mais est-ce qu'on peut comparer un T1 et un T4? C'est ça le problème. On aurait comparé T1 à T1, T1 2003, T1 2004, on aurait compris. Non, c'est-à-dire que non, c'est toujours 2004. Oui. Je parlais de 2004, de entre 2024. Oui, le T1 de 2024 et le T1 et le T4 de 2024. Et le T4 de 2024. OK. Le T1 de 2024, c'est lorsque, avant qu'il ne vienne donc, aux affaires. Donc, on a 735 milliards de recettes fiscales. En T4, il y a eu 3600 milliards qui sont collectés de recettes fiscales. Et ces 3600 milliards, si on regarde aujourd'hui, en 2003, du 1er janvier au 31 décembre, on a eu 3346 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la collecte du 4e trimestre seulement vaut plus que tout ce qui est collecté du 1er au 31 janvier 2023.
Donc ça veut dire que quand on juge les personnes, moi je ne suis pas dans les partis politiques, je suis dans le secteur privé, dans le patronat. Alors comment est-ce qu'ils ont réalisé cette performance avec plus de pression fiscale? Non, c'est pas la pression fiscale, parce que je veux dire qu'ici, si vous connaissez donc aujourd'hui la situation, il y a eu beaucoup d'exonérations des sociétés. Une société comme SAR par exemple, si vous regardez il y a 2-3 ans, donc SAR, c'est comme une petite PME. Et on les exonère, on efface les dettes partout. Les sociétés minières, on efface les dettes partout. Il y a eu beaucoup donc d'exonérations qui ont été faites. Et ce qui fait que les exonérations, quand on prend en 2020, par exemple 2019, il y a eu à peu près 750 milliards qui ont été effacés. En 2020, 846 milliards. En 2021, 752 milliards. Mais donc au niveau de la Cour des comptes, 2022 et 2023, ils n'ont pas trouvé de compte. Du moins, les comptes, ils ne savent pas parce que rien n'est écrit. Le problème qui se pose, c'est que je pense qu'il y a un problème qui se pose au Sénégal. Ce problème qui se pose, c'est que j'ai l'impression que ceux qui font de la politique un métier ne comprennent pas que les gens sont beaucoup plus informés, ils sont beaucoup plus intelligents qu'eux. Je pense qu'ils ne le comprennent pas trop. Alors, le dernier rapport Barclays, qui évalue la dette du Sénégal à près de 120% du PIB. Là également, qu'est-ce qu'il faut comprendre, Ahmad Soumaré? Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que quand on parle du PIB, c'est votre production. Vous avez un salaire de 10 000 francs, ok? Mais vous vivez vous avez une dette de 1500 francs. Vous avez 10 000 francs, vous avez 15 000 francs, donc avec lequel qui vous permettent de vivre. Ça veut dire que vous êtes endetté. Vous êtes endetté, donc 75%, donc à peu près la moitié de votre salaire. Donc vous êtes endetté de ça. Et c'est normal. Un pays marche avec des dettes, mais il y a des dettes positives. Mais cette dette qu'on a, c'est une dette négative parce que c'est de la kleptocratie. La kleptocratie, ça veut dire que c'est des dettes qu'on ne peut pas justifier. C'est des dettes où on te dit ils ont volé. C'est de la kleptocratie. C'est du banditisme qui devait passer en pénal. Moi, je veux dire que l'argent de la maison, si on vous donne une maison à gérer que vous n'avez pas, que vous devez donner le truc pour la maison, que vous le prenez pour acheter des voitures, ça, c'est du vol. Et le vol, donc, il est puni au niveau pénal. Et je pense que c'est malsain, personnellement, de voir les politiciens qui essaient de discuter comme si les autres Sénégalais n'existaient pas. Moi, je trouve que c'est malsain, ce qui se passe en ce moment. La maison brûle, vous voulez amener de l'eau, on vous dit non, vous ne versez pas l'eau, laissez la maison brûler. Et c'est ce qui se passe. Je veux dire que c'est écœurant. Aujourd'hui, il n'y a pas de pays qui ne sont pas endettés. Tous les pays du monde ont des dettes. Le Japon, si les États-Unis, la France... il y a 100 000 milliards de dettes. Oui, il y a 100 000 milliards de dettes aujourd'hui dans le monde. Des pays, 100 000 milliards. Ça fait 93 milliards, ça fait 93 000 milliards d'euros aujourd'hui, donc de dettes des pays qui sont endettés. Si on prend l'exemple de la France, ils sont à 3 333 milliards de dettes. Milliards d'euros, hein? De dettes. Et quand on prend le Sénégal, on est à 28 000. C'est fou. Donc c'est vrai qu'on ne mesure pas l'euro et les niveaux de vie, mais je peux vous dire que donc, quand on mesure, vous m'avez dit 120, je ne sais pas, la France, ils sont à combien? C'est plus que 120. Les États-Unis, ils sont plus que 120. Je veux dire que les États-Unis, ils ne vivent que par des dettes parce qu'ils ont le dollar en perspective qui fait qu'ils peuvent vivre. Donc selon vous, il faut dédramatiser cette histoire de dette et d'endettement. Mais nous, on a une mauvaise dette. Ce n'est pas de la dette. La dette, c'est lorsque vous l'utilisez dans le sens où vous avez... Mais nous, on n'a pas une dette. On a de la kleptocratie. Alors, en tant que vice-président du MEDES cette fois-ci, comment vous voyez la relance? Parce qu'il y a effectivement un ralentissement au niveau économique dans le secteur du BTP, dans bien d'autres. Alors, en tant que patronat, comment vous voyez la relance? Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, tout ça, c'est un contexte. Un contexte qui était la résultante de ce qu'on a vu. Il y a eu beaucoup de problèmes au niveau foncier. Vous avez beaucoup de problèmes de ces grandes sociétés. Aujourd'hui, il y a 843 milliards des sociétés, des mécatrons, des Portugais qui ont floué sur la douane. Vous avez des grandes sociétés comme Senec India, donc on a attrapé la main dans le sac, 120 ou 130 milliards.
voyez, toutes les grandes sociétés ne payent, ils ont des problèmes avec la douane, ils ne payent pas, ils font des magouilles. Et c'est comme ça que ça marchait. Et aujourd'hui, le secteur des BTP, c'est un ricochet par rapport aux problèmes fonciers. C'est un ricochet parce que vous ne pouvez pas avoir beaucoup de personnes où il y a des faux, il y a eu des plaintes sur des problèmes on ne vit que dans des problèmes fonciers. Et qu'à partir de là, donc, il était nécessaire, si on veut faire l'équité, de pouvoir faire le point sur ces problèmes fonciers avant d'avancer. Parce que sinon, si vous avancez, demain, ça va vous rattraper. Et je pense que c'est tout à fait normal de faire le point aujourd'hui sur ce point, sur ce programme foncier au niveau du Sénégal, surtout de Dakar, je veux dire la région de Dakar. Vous savez, Dakar, c'est d'ici, des Almadies jusqu'à Touba Biala au Yen. Tout Dakar maintenant, la limite, c'est Yen et Touba Bialao. Vous voyez, toute la spéculation foncière et tous les vols de terrain et tous les micmacs qui sont dedans. Et c'est tout à fait normal que ce secteur des BTP qui ralentit n'est pas dû au gouvernement qui vient d'arriver, c'est parce qu'il y a des problèmes ou des trucs qu'ils veulent résoudre. Il y a eu beaucoup de gens donc, qui étaient dans le secteur foncier, qui ont des problèmes. Il y en a qui sont en prison, il y en a qui ne sont plus là. Le problème qui se pose, c'est que c'est un problème crucial que les Sénégalais donc devaient régler ce problème une fois définitivement et tourner le truc. Donc il y a des sociétés par exemple comme la Sénèc India, comme je disais. Si vous allez à Sénèc India, presque tout Diamniadio ils l'ont acheté. Vous avez des sociétés comme SNHLM qui vendent même donc le terrain national, ils le vendent à Sénèc India pour construire. Donc on leur donne HLM pour construire des logements sociaux. Ils prennent le domaine national, qu'ils le vendent à une multinationale étrangère. Il y a tous ces desiderata qui font qu'aujourd'hui, il fallait mettre le point donc, sur ces problèmes-là, résoudre ce problème et avancer. Sinon, ça va nous rattraper. Et donc, dans le cadre de la relance, l'intelligence artificielle menace ou levier pour l'économie sénégalaise? Non, l'intelligence artificielle est le seul rempart aujourd'hui. Le seul rempart aujourd'hui pour permettre à notre société vis-à-vis donc du plan donc qui est mis en place de pouvoir trouver des solutions. Oui, car l'IA est en train de bouleverser l'économie mondiale. Non, l'économie c'est une économie disruptive aujourd'hui. Donc ou vous vous adaptez ou vous disparaissez. Parce qu'aujourd'hui ce qu'on peut comprendre c'est qu'on a ce qu'on appelle une dividende démographique au niveau de notre jeunesse. Notre jeunesse fait à peu près 70% en gros, donc des jeunes moins de à peu près dans les 25 ans. Si vous ne trouvez pas de solution à ces jeunes, ce profil démographique va devenir un problème. Et aujourd'hui, la seule solution, c'est d'être dans l'économie de la connaissance. C'est l'économie de l'immatériel. Et la seule solution aujourd'hui, il est de mettre aujourd'hui les jeunes dans des conditions sur des perspectives et des métiers futurs. Il n'y a pas de métier aussi futur qu'aujourd'hui l'IA, que l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de métier, il y a des kyrielles de métiers aujourd'hui futurs, que ce soit au niveau de la presse, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau communication, l'éducation, les secteurs, l'agriculture, partout. Et que si vous voulez donner des perspectives aujourd'hui à des jeunes, c'est de leur donner des perspectives d'avenir, mais pas de leur donner des métiers qui sont obsolètes. Alors, Amath, quelle stratégie alors pour l'intelligence économique dans un pays sous influence comme le nôtre? Aujourd'hui, nous avons hérité d'une société issue de la colonisation. Si nous voulons avoir des stratégies d'alliance, comme par exemple ce que le Premier ministre vient de faire, ces stratégies d'alliance, si on allie aujourd'hui l'intelligence artificielle avec le pays qui dirige l'intelligence artificielle au niveau mondial, le premier au niveau mondial, c'est la Chine. Et si on s'allie avec la Chine, avec leur puissance économique et leur puissance technologique, parce que technologiquement, sur l'intelligence artificielle, ils sont les plus avancés dans le monde. Et qu'à partir de là, on ne peut que nous, aujourd'hui, avoir un partenaire dans ce qu'on appelle donc les redéploiements stratégiques au niveau des stratégies des alliances, de faire de telle sorte, en sorte que nous, au niveau du Sénégal, qu'on ait la capacité, qu'on ait les transferts de technologie, qu'on ait les compétences qu'on va acquérir pour pouvoir ne pas avoir cette dépendance comme ce qu'on a sur le BRT ou le TR. Le TR, les BRT, il n'y a
pas de transfert de technologie. Si aujourd'hui une pièce où il y a des pannes, ce sont des Européens ou des Français qui vont venir nous régler. Tandis que dans le système avec la Chine, c'est beaucoup plus, il y a tout ce qui est SOW, les SOW, tout ce qui est transfert de technologie qui est fait pour que les personnes dans un délai raisonnable puissent se démerder tout seuls. Et je pense que c'est vers cette direction et vers ces nouveaux types de coopération que nous devons, donc, je pense, mettre le Sénégal sur cette rampe pour que les jeunes puissent comprendre. Parce qu'aujourd'hui, notre sous-développement, il est dû 100% à ça, parce qu'on a eu à acheter même des ordinateurs, on va faire venir quelqu'un de l'étranger, et comme si ici, il n'y avait que des tarés. Et le problème qui se pose, c'est que non, parce qu'il faut, c'est insulter l'intelligence des gens. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, dans les coopérations techniques et technologies, mettre ce volet de transfert de technologies pour qu'on puisse se démerder seul. On a toutes les compétences que vous ne pouvez pas imaginer, de compétences qui sont ici ou qui sont à l'extérieur, qui peuvent faire dérouler tout ce qui est développement économique et technologique et scientifique aujourd'hui au Sénégal. Alors, que peuvent faire les entreprises sénégalaises face à cette nouvelle concurrence mondiale? Les entreprises sénégalaises aujourd'hui, ils ont intérêt à intégrer l'IA dans leur plan stratégique. 2, de se diversifier sur les secteurs d'avenir de la science et de la technologie. Et de 3, donc pouvoir ne pas laisser les métiers, laisser de côté les métiers qui n'ont pas de technologie. J'ai vous cité une étude qui a été faite au Maroc. En 2024, vous avez plus de 15 000 entreprises qui ont déposé les bilans. 15 000. Et 34% de ces entreprises qui ont déposé le bilan, c'est des gens qui faisaient du commerce. Parce que le commerce, il n'y a pas d'ajout. C'est très facile. Vous n'avez rien d'innovation. Et nous sommes dans un monde avec les 5 paramètres. La vitesse, tout va très vite. La connectivité, tout est connecté. L'immatériel, tout est connaissance. Vous avez donc l'innovation et la flexibilité. Et vous savez, ces 5 ne retrouvent rien sur achat, vente. Achat-vente. Où est la valeur ajoutée? Où est l'innovation? Il n'y a rien. Et ce qui fait que 34% de ces entreprises, c'est les entreprises qui sont dans le secteur du commerce. Et aujourd'hui, quand on voit au Sénégal, tout le monde est commerçant. Et ces commerçants, ils n'ont aucune valeur ajoutée dans ce qu'ils font. Ils achètent en Chine, ils reviennent avec des valeurs ajoutées pas possibles. C'est pourquoi aujourd'hui, qu'ils disent que les Chinois, ils posent problème, parce que le même Chinois qui paye son produit, qui paye son transport, qui paye la douane, qui vient vous vendre le produit 50% moins cher, ça veut dire qu'il y a problème. Ou ils ont augmenté des marges pas possibles pour pouvoir vendre. Et aujourd'hui, l'économie est ouverte, ils ne savent pas. Aujourd'hui, vous êtes ici à Dakar. Vous pouvez acheter n'importe quel produit dans le monde sans bouger de Dakar. En 48-72 heures, vous avez DHL qui vous l'amène chez vous. Donc aujourd'hui, ils ne savent pas que le commerce de ce qu'ils faisaient, aujourd'hui, il est obsolète. Parce que dans le commerce actuel, c'est du marketing push ou pull. Les gens ne vont plus chercher la marchandise vient vers eux. Alors, vous êtes vice-président du MEDES. Je vais me faire un peu provocateur. Le MEDES, acteur de proposition ou simple lobby patronal? Non, le MEDES n'est pas lobby patronal parce que quand vous regardez au niveau de tout le patronat, au Sénégal, quel est le patronat qui pose des actes? Donnez-moi un seul nom, un seul patronat au Sénégal qui pose des actes. Il n'y en a pas. Il n'y a que le MEDES. Depuis 20 ans, par exemple, vous avez le forum de l'emploi des jeunes. Vous avez d'autres forums sur les technologies et autres. Et je vais vous dire une chose. Quand vous posez des actes, vous avez 3 types d'ennemis devant vous. Ceux qui veulent faire la même chose que vous, ceux qui veulent faire le contraire, et l'énorme majorité qui ne pose pas d'actes, mais tout ce que vous faites, ils vous fusillent. Et je pense qu'aujourd'hui, le MEDES représente très bien, que ce soit au niveau national, régional et international, avec ces forats qu'il organise. Aujourd'hui, si beaucoup de gens connaissent le Sénégal, connaissent le patronat, c'est par l'intermédiaire du MEDES, je pense. Que vous allez aux États-Unis, que vous allez au Canada, que vous allez en Europe, partout. Donc, quand on parle aujourd'hui des réalisations du patronat, donc sénégalais, on ne peut pas vous citer d'autres patronats ici au Sénégal. Je pense que c'est une compétence distinctive que le MEDES a mis donc aujourd'hui au niveau patronal, que ça soit dans l'événementiel, que ça soit dans les organisations, au niveau social, que ça soit au niveau patronal, de poser des actes pour pouvoir intégrer et apporter des solutions à la société. Amath Soumaré, merci. Merci beaucoup, Der.
Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM.